collègue qui est un vrai grand mathématicien qui s'appelle Alain Cohn et qui parle de mathématiques en disant que les mathématiques, c'est l'esprit en mouvement. Donc là, c'est un mouvement d'une centaine d'années dont je vais essayer d'esquisser le déroulement pendant les 3 prochaines heures. Et j'ai sous-titré ça une odyssée mathématique, parce que j'aime bien le terme odyssée. Dans l'odyssée, enfin vous connaissez l'histoire, hein, c'est des gens qui veulent rentrer chez eux, puis qui font plein de détours et ça dure longtemps. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des monstres. Ici, il y a tout ça aussi. Je ne vous dirai pas qui sont les méchants, je ne vous dirai pas qui sont les gentils. Bon, c'est moi le gentil en fait, parce que j'embête personne, mais je pense que vous le comprendrez vite. Ok, donc je vais, en manière d'introduction, en général, je commence par une image, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez une image brouillée, donc dans le langage, je pense que ici, les gens connaissent ça mieux que moi, on appelle ça une image bruitée. Et vous voyez les lettres, mais on voit quand même assez bien les lettres X, T, Z, U. Et l'idée de ce que je vais vous montrer dans un instant, enfin qui est complètement absurde pour l'instant, c'est d'essayer de nettoyer cette image pour que, pas vous, mais un ordinateur puisse la lire correctement. Donc il y a un algorithme qui fait ça, enfin qui faisait ça, maintenant il y a eu des progrès faits dans ce problème. Donc je vais faire tourner l'algorithme. Voilà. Voilà. Maintenant c'est tout propre, on lit bien, X, T, Z, U, comme je le disais tout à l'heure. Bon alors cette image elle ne vous dit rien, c'est absurde, hein, je peux faire ça de n'importe quelle manière. Sauf que si j'arrive à la fin de l'exposé, en général j'y arrive, je vous expliquerai quel rapport ça a avec toute l'histoire qui est entre les deux images, la première et la... Ok, donc on va passer à une autre image. On m'a dit que comme vous étiez nombreux, autour il ne me resterait pas grand-chose. Et si vous pouviez me laisser quelque chose tout à l'heure autour, ça me fait plaisir. On va passer à... Ce dont je veux parler, c'est de l'espace, mais enfin vu par des mathématiciens. Ceci dit, je peux peut-être rappeler des petites choses de la physique. Et donc il y a voilà, j'ai intitulé ce transparent l'espace, éther ou géométrie. Donc éther, c'est pas de la médecine. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'emploie ce terme. Géométrie, bon, vous savez ce que c'est. Et en fait, on peut s'intéresser à cette question-là, donc le mouvement des corps autour d'une planète ou d'une étoile, cherchez-nous une galaxie, enfin, bref. Là, on représente la Terre. Je crois que ce qui est en rouge, c'est la trajectoire de la Lune, et puis ensuite, il y a des satellites. Et quand on veut étudier le mouvement de ces corps dans l'espace, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est d'utiliser la mécanique newtonienne. On écrit des équations relativement simples, on écrit des trajectoires, et ces trajectoires sont des ellipses, enfin bref, il y a des développements. On m'a dit que vous étiez des gens bien avancés, donc on va muscler un peu l'exposé. Donc ça, vous savez probablement déduire de l'attraction universelle telle que le définissait Newton, les trajectoires des planètes. Et puis il y a une autre manière, un peu plus compliquée, qui s'appelle la relativité générale, qui est de Einstein, qui a 101 ans cette année. Et elle est un peu différente, et elle décrit des trajectoires qui sont un tout petit peu différentes et qui expliquent des phénomènes, ou qui ont expliqué des phénomènes qui étaient inconnus à l'époque. Alors là, j'ai une animation, donc c'est un collègue anversois, Josles, qui fait des animations, et donc là j'ai une animation qui fait passer de la mécanique newtonienne à la mécanique relativiste, enfin relativité générale. Bon voilà, on regarde ça, encore une fois, ça explique pas grand-chose, si quand même ça explique un peu quelque chose. Donc pendant que vous regardez la fin de l'animation, qui est un petit peu longue, le passage de la mécanique newtonienne à la relativité générale, c'est un changement de paradigme important, puisque disons, une conséquence d'un principe qu'on a appelé le principe d'équivalence, c'est que on peut étudier les trajectoires des objets dans l'espace en oubliant les masses et l'énergie, et en les remplaçant par une déformation de l'espace, celle qu'on a vue apparaître au centre. Un corps très massif va faire des déformations profondes, et un corps moins massif, une déformation un peu moins visible, en particulier les satellites, on ne présente pas. Et puis, il y a tout un moyen, enfin, il y a toute une théorie à développer pour pouvoir calculer les trajectoires de ces objets. Bien sûr, je triche, ah oui, je dis à l'attention de mes collègues, inutile de me dire à la sortie que j'ai triché à tel ou tel endroit, je le sais, et je le fais volontairement. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? En fait, la relativité générale nous dit qu'au lieu de penser à des masses
ou à de l'énergie répartie dans l'espace, on pense plutôt à l'espace comme étant une géométrie qui reflète la présence de ces masses. Ici, le grand trou au centre reflète la présence de... Je crois que c'était la Terre, là. D'accord ? Donc le changement de paradigme, c'est que avant la relativité générale, l'espace était un contenant dont on ne connaît pas les propriétés physiques. Certains disaient qu'il est rempli d'éther. Personne ne savait ce que c'était, personne ne connaissait les propriétés physiques. Et après, au moins à ce moment-là, l'espace est l'objet de la physique, et c'est surtout sa géométrie qui est l'objet de la physique moderne. Donc là, j'ai prononcé le mot, enfin plusieurs fois d'ailleurs, qui m'intéresse, c'est géométrie. Et c'est un peu dans cette direction qu'on va se diriger. Donc ça c'est juste une entrée en matière, et pourtant elle contient pas mal de choses. Je redirai un mot plus tard de cette histoire des terres, en espérant que ça ne vous envoie pas. Voilà. Donc voilà, petite introduction. Il manque toutefois une chose importante dans cette vision de l'espace, qui est sa forme générale. Et sa forme, ça pourrait être ce qu'on appelle en mathématiques la topologie de l'espace. Alors il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus, c'est assez compliqué comme sujet, et je pense qu'ils ne sont pas allés très loin. Je vais commencer le parcours en parlant de topologie, mais de manière très très élémentaire, beaucoup plus élémentaire que la théorie de la relativité. Bon, là j'ai triché parce que normalement c'est l'espace à 4 dimensions, mais c'est un peu difficile à dessiner déjà. On va commencer maintenant l'exposé proprement dit en parlant de topologie des surfaces. Par exemple, dans cette histoire d'espace, on peut se poser une question, hein, si vous êtes fan de science-fiction, voilà. Question très simple. Hein. On part dans une direction, longtemps, on ne se soucie pas de la vitesse et tout ça, on s'en fiche, on imagine qu'on peut aller très loin. Qu'est-ce qui empêche qu'on revienne au point de départ? Ah oui, on me dit qu'il ne fallait pas trop bouger, excusez-moi. Qu'est-ce qui empêche qu'on revienne au point de départ? Alors, c'est ce point-là qu'on va discuter dans la première partie de l'exposé. Et revenir au point de départ, il y a plusieurs façons de le faire. Donc j'ai demandé à Jostless de me faire une fusée qui se balade dans un espace rond. Il m'a fait une Mini Cooper. C'est une belle voiture aussi. Donc voilà une situation où on va toujours dans la même direction, mais on revient quand même au point de départ. Une situation relativement simple que vous comprenez aisément et que vous voyez sur l'animation. Il y a toutefois une autre manière de s'en sortir, qui est celle-ci. Donc vous voyez, la géométrie a un peu changé, toutefois en partant dans une direction donnée, sans jamais faire demi-tour, on peut revenir au point de départ. Il y a une petite différence avec ce qui précède. En particulier, si vous vivez sur cet objet-là, imaginez que vous soyez bidimensionnel, ce qui n'est pas mon cas. Imaginez que vous soyez bidimensionnel et que vous viviez sur cet objet-là. Le trou au milieu, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas qu'il existe. Et l'idée de la première partie de l'exposé, c'est de trouver un critère pour le détecter. Voilà. Donc voilà un deuxième exemple de choses relativement simples. Donc on va commencer maintenant par parler un peu plus de surface. Donc une surface, c'est un espace à liberté, 2 dimensions. Hein. Alors si je nomme les dimensions, je vais me tromper, largeur, enfin bref, je vais me tromper, droite, gauche, bref, c'est compliqué pour moi. Et puis on va s'intéresser à un type de surface bien précis, parce que là je veux quand même dire des choses relativement précises. Donc celles qui sont sans bord. Sans bord, c'est au sens commun du terme. Et celles qui sont limitées dans l'espace qu'on appelle en mathématiques bornées, c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'à l'infini. Sans bord et borné, ça veut dire que c'est comme ça, et pas comme ça. Vous voyez que là, il y a un bord. Et quand on est un maître bidimensionnel et qu'on arrive là, pouf, on tombe. Vous savez que dans le passé, les gens se posaient la question de savoir s'ils n'allaient pas arriver au bord de l'espace à 3 dimensions, et il y a eu une longue controverse pour réaliser que ce n'était pas possible, parce que sinon on sort, mais si on sort, on est quelque part. Bref, enfin, c'est une histoire de fou. Là c'est pareil, c'est une histoire de fou, mais on va se limiter dans notre étude, donc des surfaces à 2 degrés de liberté, sans bord et limitées dans l'espace. Alors, les surfaces comme ça, on les appellera fermées dans l'exposé, et je crois que c'est le terme en tout cas, c'est le terme que j'emploie le plus souvent. Fermées, c'est très évocateur. Elles sont complètement fermées. Quand on est dessus, bah, voilà, il n'y a pas de sortie. Et voilà le premier, donc on fait des maths, donc on va commencer par un théorème. Et voilà le premier théorème, qui est un théorème pas facile à démontrer, et qui dit que toute surface fermée est soit une sphère, soit le bord d'un bretzel.
Non mais riez pas, c'est un de mes collègues topologues qui dit toujours des choses comme ça et je trouve que c'est très évocateur. On va comprendre un peu plus. Là j'ai mis un mot entre parenthèses. Donc le mot entre parenthèses c'est pour les 3 ou 4 collègues de l'ICJ là, qui sont ici et qui à la sortie vont me dire t'as oublié quelque chose, tu aurais dû dire ça, ça ou ça. Voilà, là c'est ici. Donc une sphère, un bretzel. Le bord du bretzel. Dans le bretzel, c'est un objet à 3 dimensions, et c'est quand même ce qui fait son intérêt. Quand on crotte dedans, il y a quand même de la matière. Mais le bord est un objet à 2 dimensions, et vous voyez, c'est une espèce de surface qu'on a obtenue en recollant des bouées. Il y a 3 trous ici. Voilà. D'accord ? Donc le bretzel, c'est très bien, c'est un objet mathématique, le bretzel. Le donut aussi. Mais les donuts à 3 trous, j'en ai jamais vu. Je pense pas que ça existe. Hein. Les bagels à 3 trous, ça n'existe pas. On pourrait gagner de l'argent en faisant ça. Bretzel, on peut faire beaucoup de trous dans les bretzels. J'avais même quelquefois utilisé des pains du sud de la France où il y a plein de trous alignés comme ça. Comment ça s'appelle? La fougasse, ouais. Cherchez le mot, merci. On va commencer à faire de la géométrie, mais en introduisant un peu d'algèbre. Donc on va à ces objets-là associer un nombre. Et le nombre, c'est le nombre de trous. Donc c'est facile, hein. Ici c'est 0, il n'y a pas de trou. Ici c'est 3. 1, 2, 3. Ok. Dans les références culinaires, malheureusement, comme vous voyez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, il y a une façon de toutes les construire. Et ça aussi, c'est un théorème. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas si compliqué que ça. Je ne sais pas à quel niveau ça s'enseigne, parce que je n'enseigne pas, mais je disais au niveau M1 ou M2, enfin, voilà, si ça vous intéresse de le comprendre, il faut être un peu patient. Et l'opération qui permet de tous les recoller, c'est une opération qu'on appelle somme connexe. Donc c'est une façon de faire la somme. Donc, il faut penser qu'on est en train de faire un peu d'algèbre. Voilà. Et connexe, parce que ce qui est représenté ici, il y a 3 composantes qui ne sont pas reliées, et on va les relier entre elles. Donc l'animation, elle va vous montrer comment on les relie. Je suis très content de cette animation. D'abord, on découpe des boules, bon là, elles sont un peu allongées, c'est pas grave. Et ensuite, les bords libres, on va les recoller. Ah ouais, c'est bon, hein. Heureusement, il ne m'a pas fait des Mini Cooper, là. Voilà, là, je l'arrête. Et en partant de 3 objets non liés entre eux, non connexes, comme on dit, on en a fait un avec 3 trous. Donc de genre 3, pour la terminologie que j'ai essayé d'introduire auparavant. Alors la topologie, c'est une discipline des mathématiques qui se fiche complètement des distances entre les points. Et pourquoi ça marche plus? Bon, bref. On peut déformer ces objets. Bon, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà, on va laisser. Voilà, on va laisser aller jusqu'au bout. Donc on va parler de topologie. La topologie, c'est la partie des mathématiques qui s'intéresse à la forme des objets, mais pas à leur dimension. Donc on peut les déformer, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on fasse des déformations sans rupture, sans cassure. Et on dira que les objets sont équivalents, sont les mêmes, si on peut en déformer un dans un autre, sans rupture, sans cassure. On va voir d'autres exemples. Donc là, vous voyez que la déformation, tout à l'heure, les trous étaient pas présentés sous cette forme. En fait, c'est un grave défaut quand on utilise cette façon de faire les exposés, c'est que moi je montre du doigt là-dessus. Et bien sûr, vous ne voyez pas ce que je montre. Donc vous le voyez là. Vous avez vu qu'à la fin, on a relié ces 2 bouts, mais ça ne change rien, l'objet est toujours le même. Donc ce que je disais pour la topologie, seul compte la forme générale et pas les mesures. On parlera plus tard de mesures, et là on entre dans un autre monde qui est celui de la géométrie, justement. Mais pour l'instant, on reste dans le cadre de la topologie. Par exemple, ça, ou ça, c'est pareil que ça, ou ça. Donc, on peut déformer, si vous imaginez que cet objet-là est fait en pâte à modeler, on peut le déformer sans le casser en cet objet-là. Et de même, ce truc-là, qui s'appelle un ballon de foot, je crois, hein, on peut le déformer en cet objet merveilleux qui s'appelle un ballon de foot, sans rien casser. En fait, on pourrait mettre ici la Terre entière. Pour la topologie, ce sera toujours le même objet. Bien sûr, les dimensions sont différentes, mais pour l'instant, on ne parle pas de dimensions. C'est le même objet que
les petits bonbons au chocolat que vous avez dans votre truc, là, ça s'appelle les Maltaises, c'est comment ça s'appelle, ce truc-là, tout rond? Ouais. Oui, je vous ai vu tout à l'heure. Non, en dessous, oui, bien sûr. Ok, donc jusque-là, ça va, c'est relativement simple. C'est assez simple. Et bon, c'est vrai que l'idée est un peu choquante de dire que le foot et le rugby, c'est la même chose. Passons. Voilà, donc là, on a fait le panorama. On sait construire toutes les surfaces, bon, orientales, fermées. On a un procédé pour les construire toutes. Et il y a un nombre qui est attaché à ces surfaces, pour l'instant, qui est ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire essentiellement le nombre de trous dans les boîtes. Premier théorème. Alors là, on va aller un peu plus loin et on va regarder les propriétés de ces objets-là. Donc la première propriété, c'est une propriété très simple de la sphère. Donc là, vous voyez une sphère avec une courbe dessinée dessus, ce qu'on appelle un lacet parce qu'elle se referme, donc la courbe est fermée. Et donc ce qu'on voit sur cette animation, c'est qu'on peut toujours déformer cette courbe sans la rompre pour qu'elle se ratatine sur un point. Et vous imaginez n'importe quelle courbe fermée sur la sphère, vous pouvez toujours la ratatiner sur un point. Ok? Parce que là, il n'y a pas de difficulté. Ben, tout à l'heure, on avait deux exemples d'objets, donc on va passer au second. Voilà. C'est celui qu'on appelle le tore. C'est la même chose que ça, bien que ça ne se voit pas très bien. Ça s'appelle un tore, vous pouvez appeler ça une bouée, un donut, un bretzel, un trou, c'est comme vous voulez. Là, j'ai dessiné une courbe fermée et j'essaye de faire le même procédé, c'est-à-dire de la rapetisser jusqu'à ce qu'elle soit un point. Et là, vous comprenez tout de suite, en regardant ce qui se passe, c'est qu'on n'y arrivera jamais, sauf à la couper, et ça, on n'a pas le droit. D'accord? Donc, il y a deux objets qui sont différents, on le sait, mais là, la différence, on est en train de la mesurer par une propriété. Et cette propriété, elle porte un nom. Et donc, comme on est en maths, je vais donner une définition. Donc, le nom peut vous sembler barbare, mais c'est pas grave, prenez ça comme une locution sans séparer les mots. Une surface est dite simplement connexe si toute courbe qu'on trace dessus peut se déformer sans rupture sur un point. C'est clair? C'est clair? Merci, vous bougez la tête, au moins ça marche. Voilà. Et donc on arrive à la première question. Quelles sont les surfaces simplement connexes? Qu'est-ce qui répond? Qu'est-ce qu'il a dit en premier? C'est comment votre nom? Pardon? Votre prénom? Rémi. Donc Rémi vient de démontrer la projecteur Poincaré en équation. Vous avez un collègue brillant. En général, donc voilà le théorème, qui est un vrai théorème. Et en général, quand on énonce un théorème, on met entre crochets le nom de celui qui l'a démontré. Donc pour le prochain exposé que je ferai, ce sera un livre de 19 novembre, je mettrai Rémi en tout cas. Là j'ai oublié en préparant l'exposé de mettre Laurent, c'était le précédent. Voilà, donc c'est un truc simple, et pas si simple en fait. Il faut se poser la question de comment est-ce que Rémi a fait pour démontrer ce théorème. D'abord, comment est-ce qu'il a fait? D'abord, il y a une définition, et ensuite on a été capable de classifier tous les objets qui nous intéressent, et de dire comment ils étaient tous construits. Donc on a été capable de classifier toutes les surfaces fermées, toutes celles qu'on pouvait construire par un théorème. Bien sûr que je ne l'ai pas démontré, mais bon, on n'est pas là pour faire une démonstration. Et ensuite, une fois qu'on a cette classification, il suffit de regarder. Parce que je ne veux pas minimiser le travail le rôle de Rémi dans cette affaire, mais il a, en 5 minutes, tout compris de ce coup. Ça, c'est aussi un critère de la puissance des mathématiques, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu ce théorème qui classifie toutes les surfaces, vous auriez été sec devant cet énoncé, parce qu'il aurait fallu vérifier sur toutes, et il y en a une infinité, donc ça prend un temps assez long, que c'est lacé, etc., ça patine sur un. Donc la force des mathématiques, c'est de donner un énoncé simple qui nous dit exactement comment est la situation générale.
Et à partir de là, on peut déduire la conjecture de Poincaré, enfin la preuve de la conjecture de Poincaré telle que Rémy l'a démontré. On va, à 3 dimensions, c'est exactement la même chose qui s'est passée, sauf que ça a été beaucoup plus vite. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Ce qui nous intéresse dans cet exposé, enfin, vous verrez tout à l'heure ce qu'est la conjecture de Poincaré, sont des espaces à 3 dimensions. Fermés aussi. C'est un peu compliqué de les représenter, parce qu'il faudrait les représenter dans 4 dimensions, et ça je ne vais pas faire. Je ne sais déjà pas faire des dessins à 2 dimensions, donc vous imaginez ça. Néanmoins, la force des mathématiques, c'est aussi de pouvoir réfléchir à des objets qu'on n'arrive pas à dessiner, se faire une image mentale de ces objets, et de travailler sur la classification ou quoi que ce soit d'autre. Donc la question posée par Poincaré en 1904, je vais revenir sur l'historique un peu brièvement, est exactement la même que celle qu'a résolue Rémy, avec une dimension de plus. Si un espace, on va appeler M maintenant, fermé à 3 dimensions, fermé ça veut dire sans bord, et aussi qui est limité dans l'espace, hein, qui part pas à l'infini, et simplement connexe, alors c'est une sphère. Encore une fois, entre parenthèses, j'ai mis un mot pour les autres. D'accord? Et la démarche qui a permis de résoudre cette question, c'est celle que Rémy a faite. On classifie tous les objets à 3 dimensions fermés et on en prend un regard. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Le théorème de Rémy, il n'est pas simple. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Alors, une sphère à 3 dimensions, est-ce que vous avez une image mentale de ce qu'est une sphère à 3 dimensions? C'est pas facile. Hein. Alors, une sphère, je vais peut-être, parce que j'ai le droit à un bout de tableau, je vais faire un dessin, parce que vous allez voir que ça ne vaut pas le coup. Une sphère à 2 dimensions, ben, c'est très simple, je prends 2 disques et je les recolle sur le bord. Voilà, si je les bombe un peu, ça fait un objet qui est sphérique. Et puis, par exemple, si vous vous baladez là, comme j'ai recollé ce point avec celui-ci, pardon, et ben on ressort là, etc. Donc, vous prenez 2 feuilles de papier comme ça, vous recollez sur le bord, et puis ça vous fait une sphère approximativement bien ronde, mais pas nécessaire qu'elle soit ronde, puisqu'on fait de la topologie. Une sphère à 3 dimensions, c'est pareil. Enfin, c'est pas le même, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de prendre 2 disques plats, on prend 2 boules à 3 dimensions, et on les recolle sur leur bord. Point par point. Et ça, c'est difficile à imaginer ou à dessiner dans l'espace. Il reste que c'est un objet qui est très simple. Et si vous partez, où est-ce que j'ai mis mon kippa? Si vous partez à l'intérieur de cette boule à 3 dimensions, vous arrivez au bord, comme ce point est recollé avec celui-ci, vous continuez de l'autre côté, etc. Très simple, hein? Qui a dit non? Pardon, c'est réglé? On pourra faire une photo ensemble à la sortie. Voilà. Donc ça, c'est une question extrêmement simple qui a été posée par Henri Poincaré en 1904 à la suite d'une étude de la topologie sur laquelle je ne peux pas donner beaucoup de détails parce que c'est une étude assez sophistiquée, mais je vais vous dire qui était Poincaré. Mais qui est Poincaré? Chaque fois, je me dis je devrais écrire qui était Poincaré. Mais c'est pas grave, parce qu'il est un peu dans l'esprit des mathématiciens, il est encore vivant. Donc c'est un mathématicien, physicien, philosophe, c'est quelqu'un qui a vécu essentiellement la fin du 19e siècle et le début du 20e. Et à cette époque, les mathématiciens et physiciens, c'était pareil, mathématiciens, physiciens, théoriciens. D'ailleurs, à notre époque aussi, les divisions sont totalement arbitraires. Mais il était aussi philosophe, il a écrit des textes plutôt d'épistémologie sur la science et la façon dont on doit la concevoir. Il a une œuvre assez considérable, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc ces œuvres complètes, c'est à peu près 11 tomes, 700 articles, des livres, des chapitres de livres, des rapports scientifiques, etc. Donc c'est vraiment un des mathématiciens probablement les plus prolifiques de tous les temps. Si on en compte 10, il est temps, c'est sûr. Alors on le voit ici. J'aime bien cette photo. Vous savez qui est Adam avec lui? Marie Curie. On est dans la salle comment? Ah, pardon. Non, c'est Émilie du Châtelet. Pardon? Émilie du Châtelet ici.
c'est immédiat. Ah bah non, on déménage. C'est la bibliothèque, Marie Curie. Bon. Marie Curie, physicienne, vous savez ce qu'elle a fait, la découverte de la radioactivité. Poincaré, mathématicien, il n'empêche qu'elle était parfaitement capable de discuter à l'époque, de science. Mais cette photo, elle est réductrice, moi je préfère cette version-là. Ah, c'est plus rigolo, hein. Vous voyez bien. Donc, excusez-moi, il y a des noms, et je suis assez fier de moi parce qu'il y a des dates, et c'est moi qui les ai mises dans le train ce matin. 1902, 1918, 1926. Donc, à votre avis, à quoi correspondent les dates? Prix Nobel. Donc, je vous explique ce qu'est cette histoire. Donc, M. Solvay et ce monsieur, non, c'est lui, ce monsieur, ils sont tous moustachus, barbus, enfin, à part Marie Curie. Monsieur Solvay, c'est ce monsieur qui, donc belge, qui a inventé un procédé de fabrication de la soude extrêmement efficace, et donc il a fait fortune dans la chimie. C'est quelqu'un qui avait fait des solides études scientifiques, et quand il a été riche, il a pu se livrer à son passe-temps favori, qui est de discuter de physique avec les plus grands physiciens du monde. Donc il a organisé une série de conférences qui s'appelait... L'entreprise Solvay existe toujours, hein, même côté au CAC 40, si ça t'intéresse. Il a organisé une série de conférences, un congrès, une série de congrès où se réunissaient les plus grands physiciens de la planète. Et ça, c'est le premier congrès Solvay qui a eu lieu, comme vous le voyez, du 30 octobre au 3 novembre 1911, à l'hôtel Métropole à Bruxelles. On s'en fiche, hein, du monde. Et donc, il a réuni autour de lui, vous voyez, Max Planck, prix Nobel 1918, Hendrik Lorentz, prix Nobel 1902, De Broglie, qui n'est pas celui qui a eu le prix Nobel, c'est son nom, Jean Perrin, 26, Rutherford, du prix Nobel de chimie, 1908, Einstein, bon, Marie Curie, bon, Einstein, on en parlera plus tard, 1921, Paul Langevin, qui n'a pas eu le prix Nobel, il a eu plein d'autres prix, et Marie Curie, qui a eu en 1903, enfin qui a partagé le prix Nobel en 1903. Donc en 1903, le prix Nobel a été donné à 3 personnes, Pierre et Marie Curie, qui en ont récupéré la moitié, donc chacun un quart, et Henri Becquerel qui a récupéré l'autre moitié. C'est bizarre comme répartition. Mais... Bon, l'histoire dit que dans la première liste, il n'y avait pas Marie Curie, ils avaient malencontreusement oublié de mettre son nom, et c'est son mari qui a insisté pour qu'elle y figure, à juste titre. Voilà, et on trouve Poincaré en plein milieu de ces gens-là. Donc ça situe Poincaré dans son environnement de l'époque, et par les physiciens, comme on le voit là-dessus, il est pris très au sérieux. Par les mathématiciens aussi, mais je vais le dire. Mais enfin, je pense qu'il a tellement dominé les mathématiques qu'il est plus que pris au sérieux, ça devait être le dieu de l'époque. Par contre, par les physiciens, il est pris très au sérieux, et vous savez qu'il a beaucoup travaillé sur les mêmes sujets qu'Albert Einstein, en particulier la relativité dont je parlais tout à l'heure, mais restreinte. Et qu'il a sorti un article sur la relativité restreinte 1 mois avant celui d'Einstein. Ce qui ne veut pas dire qu'il a vraiment que c'est à lui qu'il faut attribuer le mérite, parce qu'il avait encore dans cet article que j'ai regardé la question de l'éther. Ça figurait encore, alors qu'Einstein est complètement débarrassé de ce genre de choses. Bref, ça c'est l'histoire maintenant qui est intéressante, qui a eu quelques polémiques, mais elles sont totalement inutiles. Alors, quand j'ai regardé cette photo pour la première fois, je me dis c'est chouette, Poincaré, en plein milieu de tous ces physiciens, c'est génial, ça bien qui il est. Mais en fait, la photo est chouette aussi pour d'autres choses. Marie Curie, ça c'est la seule femme ici. Et pour le premier prix Nobel en 1903, 1 mois après ce truc-là, elle a le 2e prix Nobel toute seule de chimie, 1911, décembre 1911. C'est la première femme prix Nobel et la seule personne qui ait eu 2 prix Nobel scientifiques dans toute cette période. Alors en fait, c'est un peu... Ouais. Donc cette photo est remarquable pour bien des aspects. Je l'aime beaucoup. Einstein était jeune là.
Il n'y avait pas de barbe encore. Et je crois qu'il n'en a jamais eu. Par contre, tous les autres. Ok. Ah, ça, c'est l'article de Poincaré dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, l'article. Non, n'essayez pas de lire. Je vais vous le dire. Non, mais pas en entier. Donc, avant de publier l'article complet, qui doit faire cinquantaine de pages, il a fait, ce qu'on fait toujours à notre époque, c'est publier une annonce, c'est-à-dire une version courte, où il n'y a que les résultats sans les démonstrations, envoyées à ce qu'on appelle les comptes rendus de l'Académie des sciences. Quelqu'un présente ce résultat en disant « mais ça c'est bien » et on le publie dans notre journal. Et donc ça, c'est l'annonce publiée par Poincaré. Et elle fait 5 pages, donc il n'y a pas de détails, il y a des idées principales, mais il n'y a pas de détails. Après, il faut aller lire l'article qui est paru un mois plus tard pour travailler sur les détails. Et c'est l'article dans lequel il fait la relativité restreinte, sa sauce à lui, la sauce étant vraiment la relativité restreinte, c'est vraiment des maths. Et l'autre encore plus. Ce pourquoi je mets ce transparent, c'est pour cette petite phrase-là. Donc je peux essayer de lire. C'est à mon âge, c'est toujours. Quand nous parlerons donc de la... Donc il s'intéresse, l'article s'appelle « L'électrodynamique de l'électron ». Donc il s'intéresse au déplacement de l'électron. Et il s'intéresse à la gravitation. Et donc il imagine 2 particules qui interagissent entre elles par la gravitation. Donc quand nous parlerons donc de la position et de la vitesse du corps attirant, il s'agira de cette position et de cette vitesse à l'instant où l'onde gravifique est partie de ce corps. C'est remarquable cette phrase, non? Vous en pensez? La mécanique newtonienne nous dit que les corps s'attirent avec la formule qu'on sait, mais l'attraction universelle est instantanée. À cette époque, on a compris que l'attraction universelle se propage à vitesse finie, vitesse de la lumière, essentiellement. Et donc, on parle d'ondes qui correspondent à la propagation de cette attraction. Et pour la première fois, apparaît ici le terme onde gravifique. Alors maintenant, enfin, vous êtes au courant, probablement, que l'année dernière, ou cette année, ou l'année dernière, a été découvert ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, qui sont la version des ondes gravifiques pour la relativité générale de déformation de l'espace, mais l'idée est celle-ci. La propagation de la gravitation de vitesse finie. Donc c'est un Poincaré qu'on trouve la première occurrence de ce terme onde gravifique ou onde gravitationnelle. J'aime bien gravifique en fait. Après c'est une question de mots. Okay. Voilà, donc c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle la topologie algébrique. Enfin, que j'ai appelé la topologie algébrique. La topologie à l'époque s'appelait analysis situs. Algébrique, ça veut dire qu'on associe aux objets topologiques, comme on l'a vu tout à l'heure, des quantités algébriques, comme par exemple le nombre de trous dans le boîte de sel, ce que j'ai appelé le genre. Et pourquoi est-ce qu'on associe des quantités algébriques? C'est parce qu'on veut faire des calculs. L'algèbre, ça sert à ça. D'accord? Ah mais ça, je viens de le dire. Voilà. Ça aussi. J'ai un peu d'avance sur le transparent. Et c'est difficile d'étudier les objets sans faire de calcul, surtout les objets qui n'ont pas de dimension, comme j'ai dit, qui sont déformables. Donc on essaye quand même de leur associer des nombres, des choses qui ressemblent à des nombres qui vont permettre de faire des calculs. Comme tout à l'heure, on a vu que ce que j'ai appelé la somme connexe est telle que le nombre de trous s'additionne, le genre s'additionne. Alors il écrit un article assez long qui s'appelle Analysis Situs, et malheureusement il y a une erreur qui est pointée par ce mathématicien danois, Egard, danois. J'aime bien cet exposé aussi parce que c'est l'histoire d'une suite d'erreurs. Alors je vous mets en garde. C'est pas parce que Poincaré a fait des erreurs que vous devez en faire. Il y en a qui sont capables de les rectifier. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites, jamais j'ai réussi à les rectifier. Donc faites bien attention. Voilà. Donc il écrit, on lui met sous le nez une erreur qu'il a commise dans son papier, et du coup il écrit 5 compléments. À peu près 225 pages. Alors pas que pour corriger l'erreur, il fait autre chose aussi dedans. Mais disons qu'il écrit 5 compléments pour corriger l'erreur, et puis il ne résout pas le problème, mais à la dernière page du dernier complément, le 5e complément, donc à la fin du 5e, il pose une question qu'on a appelée la conjecture de Poincaré. Alors conjecture, ça veut dire
Enfin, vous savez ce que ça veut dire? Se perdre en conjecture. Conjecture, ça veut dire que c'est quelque chose dont on est sûr que c'est vrai, mais qu'on ne sait pas démontrer, mais on dit quand même, je pense que c'est vrai. Il n'a jamais dit ça. Il a posé une question. Ça veut dire qu'il n'était pas si sûr que ça, probablement. Bref. Qui s'appelle maintenant la conjecture Poincaré. Celle qu'a résolu Rémy en dimension. Voilà. Ok? Ça va pour Poincaré? Alors, depuis 1904, jusqu'à la preuve qui est arrivée, disons, on va dire en 2003, bien que ce soit un peu plus tard, le temps de vérifier, il s'est passé grosso modo une centaine d'années. Et dans ces 100 ans, il y a eu autant de tentatives de preuve que de tentatives pour dire, ben non, c'est pas vrai, regardez sur cet exemple, ce qu'on appelle un contre-exemple. Autant de tentatives infructueuses publiées. Ouais. J'étais en train de me dire, j'ai fait une faute. Ah, il faudra que je rectifie, mais je vais oublier, puis la prochaine fois, je vais me dire, ah, tiens, j'ai fait une faute. Bref. Ce qui est assez remarquable, hein, parce que donc, je vous ai dit que cet exposé, c'est une histoire d'une suite d'erreurs. Voilà. C'est assez remarquable parce que normalement, quand on a. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'acte de publication pour un technicien ou un physicien. On écrit un article, on envoie une revue. Elle est normalement évaluée par des pairs qui vérifient et qui acceptent la publication dans une revue. Là, il y a 23 tentatives qui ont été publiées de l'EMS. 23 preuves qui ont été publiées, donc qui ont été lues, qui ont été validées par des experts, mais qui sont quand même fausses. Et il y a eu presque autant de contre-exemples publiés. Et j'en ai reçu un récemment, en fait, cette fois. C'est très très dur quand quelqu'un vous envoie un papier en disant j'ai une preuve très simple de la conjecture de Poincaré de trouver l'erreur. Et si vous ne trouvez pas l'erreur et que vous ne dites pas c'est là que tu t'es trompé, il va revenir à la charge sans arrêt. Donc en général, on botte en touche tout de suite. Voilà, donc là j'ai pris ça chez Pierre Conçu, un collègue d'Orsay. Voilà. Toute une liste de mathématiciens qui ont quasiment passé leur vie à réfléchir à la conjecture de Poincaré. C'est pas perdu hein, de ne pas résoudre un problème, parce que pour essayer d'attaquer cette question-là, ils ont introduit des outils et des concepts formidables qui servent à plein d'autres choses. Donc c'est pas du temps perdu, c'est au contraire. C'est ce que je disais au début, c'est l'esprit en mouvement, c'est-à-dire qu'on introduit des concepts nouveaux qui servent à des milliers d'autres choses, dans plein d'autres domaines. Moi j'aime bien celui-ci, là, Whitehead, parce que lui, il a fait une preuve fausse très simple. Très simple, en 3 étapes. Je vous l'ai raconté. Bon, elle est fausse. Donc encore une histoire d'erreur. Mais bon, c'est quelqu'un d'assez malin en fait, c'était quelqu'un d'assez fort. Et donc il s'est aperçu un an plus tard qu'il avait fait une erreur. Et en corrigeant son erreur, il a ouvert un vaste champ de recherche en mathématiques qui est toujours actif aujourd'hui. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent se permettre de faire des erreurs, ils arrivent à les corriger et ils ouvrent des champs, puis moi... Voilà, on a passé là la topologie, là je suis extrêmement long, je pense que ça va durer 1 heure et plus. Et on va parler de géométrie maintenant. Donc c'est une chose, où on a des outils supplémentaires à la géométrie par rapport à la topologie. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est la géométrie dite riemannienne, qui consiste à se doter d'un outil qui sert à mesurer les angles, les longueurs des vecteurs. Donc là, je représentais sur ce dessin, bon, ben, c'est une sphère, mais vous pouvez penser à un objet de n'importe quelle dimension, quel degré de liberté, puis vous voyez 2 particules qui se baladent dessus. À l'endroit où elles se croisent, il y a 2 vecteurs vitesse. Je veux être capable de mesurer la longueur de ces vecteurs et leur produit scalaire. D'accord? Alors là, il y a un outil très simple pour faire ça, que vous connaissez. Hein, produit scalaire euclidien, c'est ça hein? Produit scalaire euclidien. On peut mesurer les longueurs et les angles. Sauf que là, l'espace sur lequel on met bouge en même temps que le point où on se place. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle une métrique riemannienne, c'est un produit scalaire qui varie en fonction du point et qui varie de manière régulière en fonction du point. Donc, c'est une métrique dite riemannienne, parce que ça a été introduit par Bernard Riemann, un autre grand mathématicien du 19e siècle. Le problème d'avoir ce produit scalaire qui bouge en fonction du point, c'est que c'est pas plat, c'est pas comme ça.
Et le défaut à ce que ce soit un espace totalement plat, c'est un objet cauchemardesque qui a pourri ma vie, qu'on appelle la courbure. Donc je vais essayer de vous faire sentir à un moment comment on définit en mathématiques la courbure. Vous en avez une perception intuitive, c'est évident. Ce que je dois arriver à vous faire comprendre, c'est comment on peut le définir en mathématiques. Alors avant de faire ça, je vais revenir aux surfaces. Et je vais vous montrer ce dessin-là que j'ai pris sur le site Images des Maths, que vous connaissez probablement. Je ne sais pas si j'ai demandé l'autorisation, peut-être pas. Alors, ce que vous voyez là, c'est une sphère au sens de la topologie, elle est un peu cabossée. Bon, c'est une terre cabossée. Et ce que vous voyez là, c'est une sphère bien ronde avec un quadrillage. Et le quadrillage, c'est. Enfin, quadrillage, c'est pas le mot qui convient parce que ça fait référence à. Enfin bon, je vais appeler ça un quadrillage avec les méridiens et les parallèles. Et lorsqu'ils se coupent là, ils se coupent à angle droit, comme vous le savez. Donc ça, ce sont des choses très simples. Il y a un des résultats forts de la géométrie, c'est qu'on peut toujours dessiner ce quadrillage sur la sphère cabossée, quelles que soient les cabosses qu'elle est, hein, quelle que soit la déformation, on peut toujours dessiner ce quadrillage en sorte que chaque fois qu'on aura dessiné un méridien là-dessus, ce ne sera plus une courbe bien ronde, mais elle va être un peu tordue, chaque fois qu'elle croise un parallèle, l'angle sera droit. Donc je peux toujours, voilà, un théorème très très fort qui nous dit qu'on peut toujours dessiner ce quadrillage sur la sphère cabossée en sorte que les angles soient préservés, en tout point. Angle préservé, ça s'appelle conforme. Les formes sont les mêmes. Lorsque les angles sont préservés, les formes sont les mêmes. Globalement, les dimensions changent, mais les formes sont les mêmes. Comme dans ces miroirs, là, où des fois on se trouve très gros, des fois on se trouve très maigre, la forme générale est la même. Bon, c'est pas conforme, mais la forme générale est la même, mais les angles sont préservés. Donc ça, c'est un résultat plus difficile à démontrer, beaucoup plus difficile. Il n'empêche qu'il est vrai. Alors ça, c'est le cas de la sphère, mais après on peut se dire, et les autres surfaces, celles qui ont un genre, les bretzels avec avec un trou, ou deux trous, ou trois trous. Alors bretzel avec un trou, c'est ça. J'ai dessiné un vrai quadrillage sur une feuille de papier. Là. Le bretzel avec un trou, c'est le travail de Vincent, c'est ça. On peut toujours dessiner sur le tore, donc j'appelle ça un tore, un quadrillage qui soit tel que ce que deviennent les verticales, par exemple ces courbes-là, rencontrent perpendiculairement ce que deviennent les horizontales, c'est-à-dire ces courbes-là. Les dimensions changent, par exemple, pour appliquer ce quadrillage ici, on va être obligé de contracter. Les dimensions changent de la même manière dans les deux directions, ce qui fait que les angles sont préservés. Et pour l'appliquer ici, on va être obligé de dilater, mais la dilatation est la même dans les deux directions. D'accord? Ça, c'est aussi c'est remarquable. Donc, c'est ce qu'on appelle une représentation conforme. Les formes générales sont préservées. Et le genre supérieur. Plus compliqué. C'est la géométrie hyperbolique. Alors, où est-ce qu'on retrouve le quadrillage là-dessus? Vous voyez, il y a des couleurs. C'est quoi cette couleur? Comment on nomme cette couleur? Orange? Ok, on le voit ici, l'orange. Ça, je sais, c'est jaune. Jaune, on le voit ici. Les rouges, on voit là. Alors, le quadrillage, là, il est constitué de ces arcs de cercle. Voilà. Eh bien, le même résultat est vrai. On peut toujours appliquer ce quadrillage là-dessus en sorte que les angles restent les mêmes, avec éventuellement une distorsion, mais qui est la même dans toutes les directions. Ça, c'est la géométrie hyperbolique. Alors, géométrie hyperbolique, il faudrait un exposé aussi long que celui d'aujourd'hui pour pouvoir expliquer ce qu'il y a derrière, donc je vais passer très vite, je vais pas en dire plus. Mais à l'époque, il y a très longtemps, on pensait que c'était un peu exotique, et en fait, c'est l'essentiel de la nature est là, puisqu'on voit que tous les genres 2, 3, 4, 5, 6 portent une géométrie hyperbolique. C'est-à-dire que le quadrillage est une représentation sur la surface de celui-ci. Okay. Donc le théorème qu'on appelle théorème d'uniformisation, en fait je sais pourquoi je regarde toujours là-dessus, ça évite de tourner le cou. Théorème qu'on appelle théorème d'uniformisation, c'est pas facile. Toute surface est conforme à un des trois modèles, conforme voulant dire ce que j'ai décrit à l'instant, enfin que j'ai tenté de décrire,
plat, sphérique ou hyperbolique. Hyperbolique étant le dernier que je n'ai pas trop détaillé, mais on n'a pas le temps. Ça, je l'ai déjà dit. Donc il y a trois géométries qui sont homogènes et isotropes. Je suis sûr que vous connaissez ces mots, mais homogène, isotrope, ça veut dire que quand on regarde dans toutes les directions, on voit la même chose. Et homogène, ça veut dire que quand on se déplace, on voit la même chose qu'avant. Ah, et ça, c'est l'essence du cartésianisme. Une fois qu'on a ce quadrillage, à quoi ça sert? Je triche un peu là, mais c'est pas grave. De toute façon, ils vont me le dire tout à l'heure. À quoi ça sert un quadrillage comme ça? Non, pas toujours le même. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on fait? Pardon? À se repérer dans l'espace, c'est-à-dire on met des coordonnées au point. On associe des nombres au point. C'est cette espèce de dualité entre la géométrie et l'algèbre qui permet d'associer à un point des nombres, et une fois qu'on a des nombres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des calculs. D'accord? Donc les quadrillages comme ça sert à associer des nombres à un point, et donc à faire des calculs. D'accord? Alors les calculs, ça peut être des calculs algébriques, ou des calculs différentiels. C'est-à-dire des dérivés et des choses comme ça. Alors, vous savez, enfin, l'algèbre, vous savez, il y a l'addition, la soustraction, la division, etc. Alors, quelle différence il y a entre l'addition et l'intégrale, vous savez? L'intégrale, c'est juste des additions, mais comment est-ce qu'on passe de simples additions à l'intégrale? Pardon? Non, mais j'ai pas entendu. Quelqu'un dit quelque chose? Continu au discret? Pardon? On peut continuer discret? Pas tout à fait. Ce que je voulais vous faire dire, c'est la notion de limite. L'intégrale, c'est une limite de somme. Et de même, la dérivée, c'est une limite de différence et de division. Donc si on franchit ce cap, dès qu'on intègre la notion de limite, on passe de l'algèbre à l'analyse. Et c'est ça l'objet de la discussion que j'ai ici, c'est qu'une fois qu'on a introduit des coordonnées, c'est-à-dire qu'on a mis de la géométrie sur des objets de topologie, on peut faire de l'analyse. Et l'analyse a développé des outils d'une puissance considérable. Je ne dis pas que j'aime pas la topologie, loin de là, bien au contraire. Mais il est force est de constater que l'analyse que vous êtes en train d'apprendre a donné des outils d'une force considérable qui permet de décrire des espaces. Par exemple, on peut écrire des équations comme les équations de la physique. Voilà. Donc tout ça, c'est le fruit du 19e siècle. J'ai mis une liste de noms ici voilà. Vous les connaissez, hein? Ça commence par Gauss, ça se termine par Poincaré. J'ai parlé de Riemann. Ceux-là, c'est ceux de la... Möbius, c'est pas le dessinateur, c'est un mathématicien, etc. Jordan, vous connaissez, Schläfli peut-être un peu moins, que eux aussi. Voilà, donc on a fini notre... Ah ben j'avance quand même. Retour aux trois dimensions. Donc, je vous ai parlé, on a fini pour la partie géométrie, je vais revenir aux trois dimensions. Donc je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de tentatives infructueuses pour prouver la conjecture de Poincaré ou pour l'infirmer, et ça s'est arrêté net dans les années 70 quand est arrivé ce monsieur. Il n'est pas en train de se suicider, un spécialiste de théorie entre autres. Donc William Thurston, un mathématicien brillantissime, vraiment très brillant, qui a fait, lui, exactement ce que Rémi a fait, mais pour les espaces à trois dimensions. Il a expliqué comment on pouvait tous les construire, comment on devrait pouvoir tous les construire, parce qu'il s'agit aussi d'une conjecture qui est résolue maintenant, et comment on pouvait avoir une image globale de ces espaces à trois dimensions. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théorie des nœuds, et la théorie des nœuds, c'est une discipline des mathématiques qui est extrêmement active encore maintenant. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un exposé où on parlait d'algorithmique, donc c'est une branche des mathématiques qui a même des interactions avec l'informatique théorique. C'est assez passionnant. Voilà, donc à deux dimensions, il n'y a que trois géométries possibles qu'on peut appliquer sur une surface sphérique, plate et hyperbolique. En fait, à trois dimensions, il y en a 8. Donc on peut toutes les décrire, on les décrit grâce à leur groupe de symétrie. Donc je les ai listés ici, il y en a 3 qui sont homogènes et isotropes, plat, hyperbolique, sphérique, et il y en a 5 qui sont homogènes mais pas forcément isotropes. Donc comme on m'a dit que vous étiez très brillant, j'ai un transparent fort.
Donc dans ces géométries, il y en a une que j'ai appelée Nil et l'autre que j'ai appelée Sol, et je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. La géométrie, c'est l'espace à 3 dimensions qu'on considère, c'est celui-ci. C'est un espace de matrice avec 3 paramètres, comme vous pouvez le voir, qu'on appelle groupe nilpotent, donc Heisenberg. Et Sol, c'est un espace de matrice à 3 paramètres, comme vous pouvez le voir, un espace à 3 dimensions, essentiellement R3, qu'on appelle Sol, un groupe résolu. Voilà deux des espaces qui sont dans la liste de Thurston. Donc le monde pourrait être comme ça. Ça en jette, hein? Ok. Donc Thurston pose la conjecture qui est exactement ce qu'on a fait pour les surfaces, c'est-à-dire qu'on peut toutes les construire par des opérations simples, et chacune d'elles porte une géométrie, une des 8 géométries. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Et bien sûr, une fois qu'on aura prouvé cette conjecture, il suffit de regarder, on va voir que la sphère est la seule simplement connectée. Donc avant cette démarche-là, qui consiste à avoir une vision d'ensemble des objets fermés de dimension 3, on était un peu, enfin les gens étaient un peu dans le brouillard, dans un labyrinthe, avec certains qui penchaient d'un côté, d'autres qui pensaient de l'autre. Là, d'un seul coup, le cadre devient tellement clair qu'on ne peut plus douter, à part quelques farfelus, ils continuent à envoyer des articles en disant j'ai une preuve très simple de la conjecture concrète, etc. Une preuve de 5 pages qui est fausse, bien sûr. Voilà, tellement clair que plus personne ne peut laisser. Puis Thurston a démontré une partie, mais il n'a pas réussi à démontrer toute sa conjecture. Donc, le point qu'il faut retenir donc, dans cette aventure, donc Thurston c'est un gentil. Point carré aussi. Les méchants arrivent plus tard. Point carré, t'es pas d'accord? Si, quand même, c'est un gentil. Ouais. Il a beaucoup aidé Marie Curie. Pas scientifiquement, mais à ce qu'elle trouve des postes et tout, parce que pour une femme à l'époque c'était encore plus compliqué. Voilà, oula. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que la démarche qu'on vient de faire, c'est de dire qu'on est passé de la topologie à la géométrie, et comme précédemment, quand on fait de la géométrie, on a des coordonnées, et donc on peut écrire des équations, et donc on peut faire de l'analyse. Et alors c'est assez étonnant pour je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, mais... non, mais attendez, j'ai dit un truc sérieux là. D'un seul coup, Thurston nous dit, voilà, l'image globale doit être comme ça. Après 70 ans d'essais infructueux, 20 ans après, c'est résolu. Mais il n'a pas apporté tous les outils qui ont permis de résoudre. Il a simplement dit l'image globale doit être comme ça, et paf, d'un seul coup, les gens se disent, ah bah ouais, c'est ça, on y va, puis voilà, on trouve. Il y a quelque chose à étudier pour les psychologues ou les psychiatres. Voilà, donc je vais vous redéfinir. Là, on va parler de courbure, là, ça m'amuse un peu. Parce que ça a pourri ma vie pendant 40 ans, j'ai pas de raison que je ne vous corrige pas la soirée. Avec ça, voilà. On va faire un truc très simple. Vous regardez, ça c'est la Terre, et ça c'est une feuille de papier, donc on va faire un exercice très très simple. J'ai mis le pôle Nord en haut, mais c'était tentant de le mettre en bas. Hein, parce qu'au fond, on s'en fiche qu'ils sont en haut. Bon, peu importe. Ça c'est le méridien de Greenwich, là en rouge, et ça c'est l'endroit où on se trouve. Alors c'est du mauvais côté, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Donc ça c'est notre méridien, ça c'est la salle, elle s'appelle comment? Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet. Du Châtelet ou du Châtelet? Du Châtelet. Du Châtelet. Émilie du Châtelet. Oui, bah j'ai le droit de me tromper. Essayez de suivre plutôt. Je reproduis ça sur ma feuille de papier. Donc le pôle Nord, je le mets là au centre. Ce méridien, bah, je le reproduis comme étant une droite. L'autre comme étant une droite aussi, et ainsi de suite. Le mot là, ne sert à rien, c'est juste pour l'harmonie des couleurs. Voilà. Alors quand je fais cette opération de reproduire sur la feuille de papier, je garde les angles par rapport au sommet. Alors l'angle ici, c'est la latitude ou c'est la longitude? C'est la longitude. C'est ça? Non? Vous savez? Non, je ne sais plus. C'est pas un piège, je ne sais pas. Peu importe. Je reproduis le même angle ici entre les deux droites. Et puis, cette distance du pôle Nord à la salle Émilie, je la reproduis ici de la même manière. Alors, dans la direction radiale, j'ai préservé les distances, j'ai préservé les angles, mais par contre, dans les directions transverses, il y a une déformation. Forcément, il y a une déformation. Parce que là, les deux méridiens se recoupent de l'autre côté, et là, ils s'écartent indéfiniment. D'accord?
Donc j'ai une déformation transverse qui fait que la salle, ici, je l'ai représentée comme un rectangle, alors qu'ici, c'est un carré. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'air, le volume. On va dire l'air parce qu'on est à deux dimensions là, de ces deux objets. Et donc là, j'ai une belle formule, c'est la première formule de l'exposé. Il y en a une deuxième encore plus sauvage. Et donc la première formule, elle me dit que l'air du carré, par rapport à l'air du rectangle, eh ben, c'est presque la même chose, sauf qu'il y a un défaut qui tient compte de la distance au pôle Nord et d'une quantité que j'appelle la courbure de Ricci. Voilà. Par exemple, si la courbure est positive, l'aire du carré est plus petite que l'aire du rectangle. Et ça correspond à ce dessin, l'aire du carré est forcément plus petite que l'aire du rectangle, parce que quand on se rapproche ici, ben vous pouvez voir que le rectangle va être immense et le carré s'intègre. Donc voilà une formule qui permet de définir une notion de courbure, bon, qui est due à un mathématicien italien, d'Ancône. Ancône, c'est où on prend le bateau pour en Grèce, par exemple, si ça vous intéresse, qui s'appelait Ricci, qui a apporté beaucoup à la géométrie du 19e siècle. Et donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, la courbure, ça représente un défaut à ce que quelque chose soit plat. Voilà, ça j'ai déjà dit. Il y a d'autres manières d'étudier la courbure, et là je vais vous en donner deux variantes. Donc la manière, il y a une méthode moderne pour étudier la courbure qui est de regarder les triangles. Donc comme vous le savez, dans le plan, la somme des angles d'un triangle, quand j'étais petit, ça faisait 180 degrés. D'accord ? Sur une sphère qui est à courbure positive, c'est pas vrai. En fait, c'est toujours plus grand que 180 degrés. Ici, on a dessiné un triangle dont les trois angles sont droits. Alors, 3 fois 9, ça fait 270 degrés. Donc ça, c'est le propre de la courbure dite positive. Bon, vous êtes d'accord que si je dis que la sphère est de courbure positive, c'est pas choquant. Et alors, la courbure dite négative, c'est représenté par cet objet-là. Et là, on a dessiné un triangle. Et vous voyez que les angles sont petits. En fait, si ce point part vers l'infini, l'angle va devenir proche de 0. La somme des angles est plus petit que pi. Et ça, c'est une méthode très moderne. Il y a une nouvelle géométrie qui se développe depuis longtemps, mais qui revient au bout du jour, et qui utilise comme définition de la courbure, justement, cette remarque. On peut prendre ça comme définition de la courbure. La somme des angles d'un triangle plus grande ou plus petite que pi. Ah, puis il y a un autre truc que j'ai demandé à Jostless de me faire un... Voilà, on a une surface un peu cabossée, et puis il y a un objet qui se balade dessus. Je voulais que ce soit une normale, et il m'a fait un déboucheur dévié. Mais c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi, je vais pas faire autre chose. Et puis vous voyez, donc c'est une version un peu plus cinématique de la courbure. La courbure, elle peut se mesurer par la variation de l'angle de la normale. On regarde l'angle de la normale, on calcule une dérivée, et ça nous donne une notion de courbure. Voilà. La solution du problème est arrivée grâce à ce monsieur. Alors j'ai changé de photo, je l'aime bien ici parce que c'est à Berkeley et il est en peignoir. Il sort de l'eau. Alors c'est un super bon mathématicien, Richard Hamilton. En général, les jeunes pensent que les bons mathématiciens sont morts. Ce qui est vexant pour les mathématiciens vivants. Alors lui, il est bon et vivant. Richard Hamilton, qui a 20 ans, tout de suite 20 ans après, même moins, je crois que la conjecture Thurston a été posée formellement dans les années 70-72. Il publie son premier article sur le sujet en 1982, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Vous voyez, quand je vous parlais de la psychologie, il suffit qu'on lui dise « c'est comme ça que ça doit être », et hop, paf, 10 ans après, on a trouvé le résultat. Enfin, on commence à avoir la méthode. Donc il invente une méthode qui a pour but de déformer un espace. Donc on va vous montrer la conjecture de Poincaré. On va prendre un espace simplement connexe, on va le déformer pour en faire une sphère. Comme ça, à la fin, on dit, ben oui, c'est une sphère. Et c'est une méthode d'analyse. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Donc comme sur cette animation. Alors, bon, l'animation, on ne dit pas grand-chose. Puis les animations, ça me permet de faire une petite pause. Voilà, ok. Ok. Et voilà l'équation qui permet de résoudre. Donc vous voyez, les objets, je les ai introduits. Ce qu'on appelle G ici, c'est le produit scalaire, ce que j'appelais tout à l'heure une métrique riemannienne, le produit scalaire qui dépend du point. Et ce qu'on appelle Ricci, c'est la courbure de Ricci.
Ce sont des objets de même nature, sont tous les deux des formes linéaires sur l'espace tangent, pour employer des termes un peu grossiers. C'est une équation qui ressemble à c'est une équation qu'on appelle d'évolution, parce que c'est une dérivée en temps. Et c'est une équation qui est non linéaire, parce que l'objet qui se trouve à gauche se retrouve à droite. La courbe de Ricci dépend de la métrique, et on dérive la métrique, etc. Donc ça fait partie des équations. Pour ceux qui connaissent les équations, c'est une équation presque parabolique. Enfin, presque parabolique, ça n'existe pas. Disons que c'est une équation parabolique qui s'apparente à l'équation de la chaleur, que j'en parlerai tout à l'heure, dans la prochaine demi-heure. Non, j'ai presque fini. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, sur un espace muni d'une géométrie, on peut arriver à écrire des équations, et les équations nous servent à résoudre des problèmes. Alors, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, parce qu'il a oublié qu'il pouvait se passer des choses comme ça, des cassures, dont on ne savait pas quoi faire. On dirait 2 œufs. Et c'est lui qui a réussi. Donc j'avais une photo beaucoup plus sauvage, je l'ai remplacée par une photo beaucoup plus sympa. Donc, vous ne le trouvez pas sympa. Il est super sympa, Grégory Perelman, parce que vous voyez ici, c'est l'équation que j'ai écrite tout à l'heure. La dérivée de la métrique, écrite avec, comme le font les physiciens, est égale à -2 de la courbure de Ricci. C'est une équation qu'Einstein aurait pu écrire, en fait. Parce que vraiment, c'est ce qu'Einstein écrivait, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est un personnage vraiment intéressant. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est gentil ou méchant. Disons que c'est un peu, ça dépend des gens. En tout cas, il est brillant. Et il est vivant. Pour revenir sur la conversation. Donc lui, il traite toutes les ruptures, et je ne vais peut-être pas perdre trop de temps là-dessus, mais il explique ce qu'il faut faire chaque fois qu'il y a ce pincement qu'on a tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, essentiellement, c'est comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Alors quand on voit l'animation, on se dit, ben oui, on comprend ce qui se passe. Mais en mathématiques, comprendre, ça veut dire démontrer que telle chose est comme ça. Donc je passais un peu vite là-dessus, ça n'a pas énormément... je pense qu'il est tard maintenant et qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails. Mais je vais vous dire, comme tout à l'heure, mais qui est Poincaré, on peut dire, mais qui est Perelman. Donc Poincaré est mort, j'ai oublié de dire que Poincaré était mort en 1912, donc en juillet 1912, ou un peu plus tard. Donc moins d'une année après le congrès se lever, et il est mort sur une table d'opération. Problème de vessie, à cette époque-là, quand on se faisait opérer, c'était pas clair que ça se passait bien. Donc Perelman, entre décembre 2002 et juillet 2003, il dépose 3 articles sur des sites d'articles sur lesquels on peut déposer n'importe quoi et c'est pas évalué, c'est-à-dire que c'est libre. Et en même temps, il les soumet à des revues. Je crois que les revues... Alors d'abord, dans le premier article, il y avait une erreur. Mais ça, maintenant, vous êtes habitués. Attention, il est fort parce qu'il corrige l'erreur. Puis le troisième, c'est autre chose. Je crois qu'il a soumis son article à une revue, et la revue lui a dit qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de détails, il a dit, oh zut, ça m'énerve. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et donc, il y a des gens qui se sont acharnés à essayer de... Parce que quand on a vu ça, on s'est dit, ça c'est la bonne solution. Et ça marche. Sauf qu'il n'y avait pas les détails. Il a fallu beaucoup travailler pour vérifier que tout ce qui était affirmé était juste et faire tous les calculs, etc. Mais ça marche. Et donc, c'était pas un inconnu, beaucoup de gens pensent qu'à l'époque, c'était un inconnu qui sortait de nulle part. C'est pas vrai, c'est un jeune qui a été brillant parce que en 1996, il reçoit un prix prestigieux, c'est un prix de la Société mathématique européenne. Donc, pour les jeunes chercheurs. Un prix prestigieux, rassurez-vous, c'est pas beaucoup d'argent en matin, mais c'est prestigieux. Alors, il l'a refusé. En 2006, par contre, il reçoit la médaille Fields, qui est le prix scientifique le plus important en mathématiques. Donc souvent, on dit que c'est le prix Nobel des mathématiciens. C'est pas vrai. Le prix Nobel récompense une carrière. La médaille Fields récompense un résultat avant 40 ans et encourage les gens à poursuivre. Donc en août 2006, il reçoit la médaille Fields, qui refuse aussi. Il faut dire que le montant est assez bas pour la médaille Fields, c'est pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a une fondation qui a été fondée par un monsieur, un riche américain qui s'appelle Clay, qui a fait fortune dans l'électroménager, et qui est aussi passionné de mathématiques, et qui a listé 7 problèmes, qui s'appelaient les problèmes du millénaire.
Et il a dit, je donne $1 million à qui résoudra, à qui résoudra un de ces problèmes. Voilà. Et dans les 7 problèmes, il y a des conjectures de Poincaré. En 2000, 3 ans plus tard, elle est résolue. Donc on dit, bah voilà, $1 million à Perelman. Il a refusé. Alors ce million n'a pas été perdu, il est resté en France. Ouais, c'est pas vrai, il est resté à l'Institut Henri Poincaré pour faire des bourses postdoctorales avec une priorité aux mathématiciens russes, au début du monde. Voilà le personnage, ça en dit long sur ce qu'il est. Donc là j'ai pris une de ses citations, c'était un jour où il était gentil, ça. Il y a des choses qu'il a dites où c'est vraiment lui le méchant, mais je n'ai pas envie d'entrer dans la polémique, donc je ne vous l'ai pas sorti ce soir. Peut-être tout à l'heure si vous me laissez un peu de donc en fait, il a pris la méthode de celui qui était Hamilton, celui qui était au bord de la mer tout à l'heure, et il l'a poussé jusqu'au bout en corrigeant les erreurs et en apportant des idées. Enfin, c'est un tour de force ce qu'il a fait avec beaucoup d'intelligence. C'est un travail exceptionnel. C'est vraiment, quand on lit ça et qu'on est géomètre, on voit passer toute la géométrie qui existe à l'époque. Tout balayé, tout est dans ces papiers. C'est remarquable. C'est assez émouvant. Voilà, on va terminer avec l'image de tout à l'heure. Avant de parler de l'image, donc là j'ai juste 2 slides, enfin deux transparents. Je vais vous montrer une version très simple du procédé de déformation qu'a introduit Richard Hamilton qui permet de résoudre la conjecture de Poincaré. Donc je vais faire ça avec une seule dimension. Parce que je n'ai pas parlé d'une dimension, mais on peut y penser. Donc là, on va faire une déformation. Donc vous voyez, enfin c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a une courbe avec des parties relativement plates. Ah oui, mais si je le fais là-dessus, ça ne se voit pas. Avec des parties relativement plates et des parties très courbées. Alors courbées dans un sens et courbées dans l'autre. Et on va faire une déformation très simple. Donc approchez-vous, je vous explique. On va déformer en chaque point dans la direction perpendiculaire. Donc la perpendiculaire qui est à l'intérieur de la concavité ou à l'extérieur, je ne sais plus. Enfin bref, la perpendiculaire d'un côté, hein, à l'extérieur de la concavité, à l'intérieur de la concavité ou à l'extérieur de la... Enfin bref. Ces points-là, on va les pousser par là, vers l'intérieur, et celui-ci vers l'extérieur. Donc on déforme dans la perpendiculaire et avec une vitesse qui est égale à la courbure, en ce point-là. D'accord? Alors quand ça se déforme, la perpendiculaire change, la courbure change, et on reprend et on relance le procédé. C'est ce qu'on appelle une équation de Newton. Donc j'imagine que vous comprenez ce qui va se passer. Vous voyez ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, c'est le procédé qu'on voulait mettre en place pour résoudre la conjecture de Poincaré. Vous voyez, ça devient un cercle. Une fois qu'on a un cercle, on a fini. Si on pouvait faire ça à 3 dimensions, c'est fini. Alors cette équation-là, elle est très proche de l'équation qui décrit la propagation de la chaleur. J'en parle toujours parce qu'elle a été inventée par Fourier, et mon laboratoire s'appelle Fourier. La propagation de la chaleur, c'est une équation qui explique, enfin l'équation de Fourier explique que la chaleur se propage à vitesse infinie, c'est un modèle mathématique. Et que par exemple, si on a une pièce totalement froide comme ici, et qu'on met beaucoup de chaleur en un seul point, instantanément il va y en avoir partout. Mais bien sûr, dans le coin là-bas, enfin sauf aujourd'hui, dans le coin là-bas, la chaleur sera moins forte qu'ici, et puis avec le temps, ça va diffuser, et ça va s'équilibrer à une température constante. Et là, c'est pareil. Sauf que ce qui remplace la chaleur, c'est la courbure. Donc, on va reprendre ça au début. Ah, zut. On va reprendre ça au début, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de courbure, il y a même des endroits où c'est totalement plat. Et on peut se dire, si c'est totalement plat, comme je veux une vitesse qui soit proportionnelle à la courbure, je vais avoir une vitesse nulle, ça ne va pas bouger. Or, ce n'est pas ce qui se passe. C'est comme la chaleur. Instantanément, le procédé voit tout ce qui se passe de partout et il voit qu'il y a de la courbure ici, donc il va bouger là aussi. C'est assez important à comprendre. Et par contre, vous voyez que cette partie-là va bouger beaucoup plus lentement que le reste. Hein. Ce qui bouge le plus vite, ben, c'est les parties les plus courbées, c'est normal, voilà, qui se déforment rapidement. Par contre, celles-ci, elles ne se déforment pas très rapidement. Mais elles finissent quand même par déformer. J'y arrive pas de toute façon.
Ça, c'est un exemple très intéressant parce que ça permet de conclure. Donc, je reviens avec mes lettres de tout à l'heure. L'algorithme. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait un algorithme comme ça? Ben, l'idée, elle est remarquablement simple. L'idée, elle est que les petites saletés qu'on voit là-dessus sont des régions de l'espace qui sont bordées par la courbe, et on va lui appliquer le procédé précédent pour faire écraser ces courbes sur un point. Seulement, il faut faire attention, c'est qu'on ne veut pas écraser les lettres. Donc, il faut être capable d'arrêter le procédé avant que les lettres aient toutes disparu, parce que si on poursuit, tout va s'écraser sur un point, tout va disparaître. Mais l'idée est très simple, c'est l'exemple précédent, c'est ça, appliqué à cette situation-là. Donc, chaque fois qu'on voit une saleté quelque part sur l'image, on regarde le bord et on applique la déformation précédente pour le faire disparaître. Alors, bien sûr, il faut écrire l'algorithme. Il faut pixeliser, parce que ça, c'est discret. Donc, il faut une version discrète de ce qui précède. Et il faut un temps d'arrêt. Il faut être capable d'arrêter avant que les lettres aient totalement disparu. Donc, il faut être capable de dire, maintenant, c'est assez propre, j'arrête, sinon tout va disparaître. C'est cet algorithme-là qui a été mis en... Enfin, c'est cet algorithme-là qui a été implanté. Et là, en fait, l'image, elle applique cet algorithme qui a été implanté pour nettoyer, pour débruiter cette image. Donc, c'est assez remarquable que ce soit le même... Alors, une des propriétés remarquables de la déformation que vous avez présentée, c'est que les courbes qui ne se croisent pas au départ, c'est ce qu'on appelle une courbe simple, elle reste toujours simple. Et ça, pour l'algorithme suivant, c'est assez important. Donc, mais il y a un point qui m'intrigue depuis toujours et qui est assez remarquable, c'est qu'à peu près en même temps sont apparues cette méthode qui sert à résoudre la conjecture de Poincaré, mais qui sert aussi à un algorithme de débruitage d'images. Et vous savez combien c'est important de nettoyer les images. J'avais d'autres exemples avec des images médicales, c'est-à-dire des vraies cette fois-ci, hein, des images de circulation, enfin d'artères bouchées, des choses comme ça. Assez important d'être capable d'identifier une thrombose dans une artère ou quelque chose de cet ordre. Alors, je ne sais pas qui... Ici, à Lyon, dans ton laboratoire, il y a des gens qui connaissent bien les images. Hein. Simon, qui n'a pas pu venir ce soir. Donc, si vous voulez vraiment savoir des choses sur l'imagerie et les maths qu'il y a derrière, c'est assez remarquable. Vous pouvez vous adresser aux collègues du département de mathématiques. Donc, moi, j'ai demandé aux spécialistes de l'image, mais qui a inventé cette méthode? Est-ce que vous l'avez pompée chez ceux qui faisaient de la déformation ou est-ce que vous l'avez inventée? À chaque fois que je demandais à quelqu'un, il me disait mais c'est moi qui l'ai inventé. Donc je ne sais toujours pas. J'ai fait cette conférence quelque part et puis il y a un type qui vient me voir à la fin et qui me dit moi je sais ce qui s'est passé. Ils ont couché ensemble. Mais il était vraiment sérieux, il croyait ce qu'il disait quoi. C'est monstrueux. Voilà, bon. C'est un phénomène remarquable et c'est aussi un phénomène qu'on voit souvent en mathématiques, c'est qu'en même temps, les mêmes méthodes servent dans des domaines totalement différents. Là, c'est vraiment totalement différent. On parle de mathématiques appliquées à l'imagerie d'un côté, et de l'autre côté, on parle de topologie la plus sophistiquée possible. Et donc, il y a quelque chose à méditer. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un parcours en me servant de cette conjecture de Poincaré comme prétexte. On aurait pu faire ça avec autre chose. On peut faire ça avec le théorème de Fermat. On trouverait le même parcours, les mêmes interactions, et les mêmes choses remarquables. En tout cas, je pense que j'ai débordé un peu là. Il est temps que j'arrête. Et donc, je vous remercie. Avant de vous remercier, donc Jossless est la personne qui a fait mes animations et qui est un habitué d'Image des maths. Il a un site tout à fait remarquable. Gérard Vinal, c'est un collègue qui m'a aidé pour le scénario. Voilà. On se retrouve au bout.